était 15 h cet après-midi à Monaco et l'on s'apprêtait à donner le départ du 27e Grand Prix automobile de Formule 1, un Grand Prix dont nous allons vous donner quelques extraits en différé. Sur la grille de départ, la voiture numéro 11, c'est la Ferrari de Chris Amon qui avait réalisé le deuxième temps. Derrière Jackie Stewart, meilleur temps, qui porte le numéro 7. Il avait tourné aux essais en 1 minute 24 secondes, 6 dixièmes, et voici le départ. Vous allez voir que Jackie Stewart va prendre un départ éblouissant devant Chris Amon et devant Jean-Pierre Beltoise, qui est d'ailleurs à nos côtés ce soir pour vous commenter ces images qu'il a ressenties, lui, vraiment de l'intérieur. Jean-Pierre Beltoise, comment s'est passé ce départ ? Eh bien, le départ a manqué très bien se passer puisque, en fait, j'ai bien manqué passer Chris Amon sur la ligne droite. Mais une voiture reste arrêtée ici, c'est Jackie Oliver, qui décidément joue de malchance puisqu'à Barcelone, au cours du Grand Prix d'Espagne, il n'avait même pas pu accomplir un tour non plus. Et revenons donc, en tête Jackie Stewart, en deuxième position Chris Amon et en troisième position Jean-Pierre Beltoise. Et donc, ce départ s'est bien passé, mais très vite, voici... Ça va être le premier tour. Graham Hill est derrière moi. Oui, Graham Hill est quatrième. En cinquième position, nous avons Joe Seifert. En sixième position, Jackie Ickx, qui lui aussi est très bien parti. Puis Pierce Courage et John Surtees. Vous aviez réalisé le troisième temps aux essais et vous avez donc pris un départ conforme aux prévisions, puisqu'au cours de ce premier tour, vous occupez la troisième place, poursuivi par Graham Hill. Exactement. D'ailleurs, malheureusement, je me suis laissé tout de suite un petit peu distancer par Jackie Stewart et Chris Amon, ne voulant pas, pour cette première, parce que c'était un peu pour moi une première avec une bonne Formule 1, à Monaco, ne voulant pas risquer une touchette qu'on m'aurait beaucoup reproché. Premier passage au gazomètre, Jackie Stewart en tête sur la Matra MS80, poursuivi par Chris Amon sur l'unique Ferrari en course. En troisième position, donc Jean-Pierre Beltoise, quatrième Graham Hill, cinquième Joe Seifert encore à ce moment-là. Et Jackie Ickx qui se rapproche déjà de Joe Seifert. Jackie Ickx qui, vous allez le voir, a fait aujourd'hui lui aussi une très très belle course. Les vues d'hélicoptère maintenant, nous rejoignons les concurrents dans la montée du casino. Avec Jackie Stewart, vous voyez Chris Amon se donne beaucoup de mal pour s'accrocher à Jackie Stewart, mais petit à petit, vous allez voir que Jackie Stewart va décramponner Chris Amon, il va se détacher. Cela tient sans doute au fait que nous devons chauffer la voiture pendant quelques tours, notamment au point de vue pneumatique, pour en tirer le meilleur parti. Et ça ne me paraît pas étonnant que Jackie Stewart soit resté 3 tours avec Chris Amon, ce qui paraît être là, et soit parti ensuite devant Chris Amon. Oui, tout ça, ce film est parti très très vite. Il va falloir quand même vous donner quelques renseignements, quelques précisions. Je vous ai dit qu'il y avait 16 concurrents. Il y avait Graham Hill sur Lotus qui porte le numéro 1. Et le coéquipier de Graham Hill n'était pas Richard Attwood, comme d'habitude. N'était pas plutôt Jochen Rindt, comme d'habitude. Jochen Rindt ayant été accidenté à Barcelone. Mais Richard Attwood qui remplaçait donc Jochen Rindt. Ces deux Lotus portaient les numéros 1 et 2. Vous allez les voir sur ces images. Le numéro 3 et le numéro 4 étaient portés par les deux McLaren, celle de Denny Hulme et celle de Bruce McLaren. 5 et 6, les deux Brabham, Jack Brabham et Jackie Ickx. 7 et 8, les deux Matra. Je viens de me faire passer par Graham Hill en ayant pris la chicane un petit peu... Enfin, étant rentré un peu trop vite, je suis sorti un peu trop doucement et mon moteur n'a pas repris en sortie de chicane. Donc Graham Hill a profité pour... Vous vous retrouvez donc là en quatrième position, derrière Graham Hill et devant Joe Seifert et Jackie Ickx. Je continue de vous donner les numéros des concurrents. Le numéro 7 et le numéro 8, donc les deux Matra. Le 7, Jackie Stewart. Le 8, Jean-Pierre Beltoise. Le numéro 9, la Lotus de Joe Seifert. Le numéro 10, la BRM de Pedro Rodriguez. Le numéro 11, la Ferrari de Chris Amon, ici en deuxième position derrière Jackie Stewart. Le numéro 12, Vic Elford sur une vieille Cooper, Maserati, une Cooper d'ailleurs, qui, avec beaucoup d'humour, portait la mention de l'Antique Racing Team. Car elle était engagée par cet Antique Racing Team. Voilà. Le numéro 14, John Surtees, le numéro 15, Jackie Oliver, les deux BRM d'usine. Le numéro 16, Pierce Courage sur une Brabham. Et le numéro 17, Silvio Moser, le Suisse également, sur une Brabham. Et là, vous voyez que Jackie Stewart commence à se détacher. Et Jackie Stewart se détache légèrement de Chris Amon. Et derrière Chris Amon, il y a également déjà le trou entre Chris Amon donc et Graham Hill et Jean-Pierre Beltoise. Oui, parce qu'à ce moment-là, malheureusement,
commençait. Je commençais à avoir bien ma voiture en main. Mes pneus commençaient à être bien chauffés par la piste, ils tenaient mieux la route. Et à partir de ce moment-là, j'ai été gêné vraiment par Graham Hill qui était devant moi et que je ne pouvais pas passer. Et comme il perdait un petit peu d'huile, j'ai été forcé de me laisser un petit peu distancer. Voilà, vous voyez ici Josifer qui est toujours 5e. Continuez, Jean-Pierre. Je me suis donc laissé un petit peu distancer à un moment, enfin ce qu'on va voir par la suite, parce que j'avais pris trop d'huile pas sur mes lunettes, mais sur les pare-brise qu'on porte sur le casque. Et je suis revenu d'ailleurs très facilement par la suite. Enfin, je crois qu'on va voir tout ça, j'espère. Voilà, Jackie Stewart, Chris Amon. Jackie Stewart, un véritable festival en ce début de Grand Prix. Je suis très content de voir les trajectoires des autres pilotes, c'est très intéressant. Et je crois que ce qui est intéressant surtout, c'est les trajectoires de Jackie Stewart qui sont absolument parfaites à Monte-Carlo. Oui, justement. Il a prouvé, il a donné en ce début de course, voilà, regardez le passage de la chicane. La chicane, il faut rentrer vraiment au centimètre à gauche, la chicane, pour bien sortir à droite. Et vous avez vu que Jackie Stewart frôle le bord de la chicane. Ça, la chicane est très très difficile. Et à chaque fois qu'on l'aborde, même Jackie Stewart me disait, après les essais, c'est très difficile de bien la prendre. Et aujourd'hui, je ne l'ai jamais bien prise. Ici, l'épingle du gazomètre. L'épingle du gazomètre où on rentre très large et après on prend la corde pour sortir également très très large. Et là, c'est la montée vers le casino avec le virage de Sainte-Dévote. Voilà, on monte ici vers le casino à plein gaz. La vitesse maximum, j'ai été étonné d'apprendre d'ailleurs que la vitesse maximum, c'est Graham Hill. Graham Hill et derrière Jean-Pierre Beltoise, derrière Josifer. Non, Jackie X, et Pierce Courage et Josifer. Parce que là, Jackie X et Pierce Courage viennent de passer Josifer. Josifer qui a pris un départ lui aussi époustouflant, mais qui par la suite a eu beaucoup de mal à maintenir son rang, sans doute trahi par sa voiture. Oui, il avait son moteur ne tournait plus très rond. Là, c'est l'épingle. Vous avez vu le passage du virage de l'ancienne gare. Et là, par le virage du portier, on prend la ligne droite. On va passer sous le tunnel. C'est là qu'on est vraiment à la plus grande vitesse sur le circuit. Exactement, voilà, c'est à cet endroit-là exactement. Et là, il attaque le freinage pour la chicane. Ça, c'est très joli. À cet endroit-là, l'amorce de la chicane. On est à peu près à quelle vitesse dans le virage du Gros-Tabac 245 à l'heure. 245 ça paraît absolument effrayant quand on connaît la route. Qui est vraiment un circuit modèle réduit. Modèle réduit, c'était un très joli circuit, mais un petit demandé, circuit. Je pense que j'aurais dit 225, 230 à l'heure, mais les rapports de boîte qui nous disent la vitesse maximum, puisqu'on sait qu'on a atteint tant de tours sur la 4e, par exemple, étant donné que sur ce circuit, c'est un des rares circuits où on n'utilise pas la boîte 5 vitesses, on n'utilise que 4 rapports. Et vous voyez que Jean-Pierre Beltoise suit toujours Graham Hill, alors que derrière, ce sont Jackie X et Pierce Courage, et enfin Josifer qui passe maintenant. Josifer qui précède. Vous voyez, c'est quand même très groupé. Personne n'est lâché, c'est vraiment une course très intéressante. Et c'est maintenant le cas en Formule 1 d'ailleurs, où pratiquement un simple arrêt vous fait reculer de 7 ou 8 places, tellement la bagarre est forte. Jackie Stewart qui poursuit son festival. Ça a été une grande leçon de pilotage de Jackie Stewart. Voilà, il ne faut absolument pas cirer par rapport à Chris Amon, qui lui se donne beaucoup de mal pour suivre. Chris Amon, vous voyez, là, Jackie Stewart monte à peine sur ce trottoir qu'il y a à gauche. Et ça, c'est très intéressant. Je pensais qu'il fallait faire ça aussi. Et je le faisais aux essais, mais avec l'émotion du départ de la vraie course, je le faisais beaucoup moins bien qu'aux essais. Cette chicane là que l'on vient de voir passer par Jackie Stewart, elle se passe à quelle vitesse? Oh, je ne sais pas, à peu près à 120 à l'heure au point minimum. Non, enfin 120 à l'heure au point minimum, ça veut dire en fait que 20 mètres avant, vous êtes à 150 à l'heure et 20 mètres après à 150 à l'heure. Tellement la décélération et l'accélération sont très fortes sur ces voitures. Et comme je le disais il y a un instant, elle se passe vraiment au millimètre. Là, Chris Amon est vraiment nettement lâché, effectivement. Et Chris Amon a perdu au fil des tours et Jackie Stewart a mis, cet exa a mis 3 tours. Là, vous attaquez Graham Hill. Oui, j'essaye d'attaquer Graham Hill. Je commence à prendre un petit peu d'huile et je voudrais lui passer devant pour ne pas justement avoir ces lunettes qui sont pleines d'huile. Et derrière, c'est vraiment la bagarre. D'ailleurs, je voyais dans mon rétroviseur qu'on avait beaucoup de mal à lâcher. Mais là, quand même, Jackie X commence apparemment à faiblir un petit peu. Et vous avez pu constater que
les monoplaces apparaissaient un petit peu toutes nues, puisqu'elles n'ont plus d'ailerons. Oui, Elles n'ont plus d'ailerons, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait dépenser également beaucoup de salive, et nous allons encore en dépenser un petit peu, puisque 3 jours avant la course, après la première séance d'essai, la Commission sportive internationale, réunie d'urgence sous la présidence de M. Baumgartner, décidait brutalement d'interdire l'usage des ailerons. Il est évident que ces ailerons se détachaient très très fréquemment. Je pense que certains constructeurs ne les fixaient pas, n'avaient pas considéré leur fixation avec tout le sérieux désirable, et que ces ailerons présentaient un danger, non seulement pour les pilotes évidemment, puisqu'ils ont provoqué la sortie de route de Hockenheim, pense-t-on à Barcelone, et de Grahamil, et aussi pour les spectateurs, puisque ces ailerons pouvaient partir dans le public. Vous voyez qu'à Monte-Carlo, le public est quand même placé très très près des voitures. Donc c'était une décision qui n'était pas critiquable sur le fond, c'était une bonne décision, mais par contre sur la forme, là on peut vraiment s'étonner que la Commission sportive internationale ait autant tardé avant de prendre cette décision. Exactement, parce que en fait, ce qu'il fallait faire, ce qu'on ne peut pas faire en course automobile, quand on a dépensé, comme nous chez Matra, beaucoup de temps et d'argent pour mettre les voitures au point avec ces ailerons, du jour au lendemain, on se retrouve avec des voitures qui heureusement semblent ne marcher pas mal du tout sans ces ailerons, mais qui pouvaient être en fait relativement déséquilibrées, et surtout qui avaient été conçus pour rouler avec ces ailerons. Donc sans les ailerons, nous n'avions plus les bons ressorts, plus les bonnes épures de suspension. En fait, le gros tort qu'a eu la Commission sportive internationale, c'est de décider la suppression de ces ailerons sans aucun préavis, sans donner le temps au constructeur de se retourner. Et en fait, on voit très bien que Grahamil, vous voyez, a une espèce d'aileron derrière, qui un béquet, de même que Chris Amon, parce que ces deux marques avaient déjà fait des expériences sans aileron, alors que nous n'avons pas eu le temps de monter ça chez Matra, parce que justement, il n'y avait aucun préavis. Il aurait fallu un préavis d'au moins 2 ou 3 mois. Et en fait, il y a eu des pertes d'ailerons depuis le début. Et on n'a jamais, la commission sportive aurait dû prévoir en disant, bon, à partir de telle date, dans 2 ou 3 mois, les ailerons seront... En fait, il n'aurait même pas fallu les interdire, il aurait fallu les réglementer d'une manière beaucoup plus sévère. Là, vous voyez que Jackie Stewart a porté son avance à près d'une dizaine de secondes sur Chris Amon. Et Chris Amon est lui aussi très détaché de Grahamil et de vous, puisque vous êtes toujours quatrième. Oui, on a pu constater quand même que sans aileron, les voitures allaient pratiquement aussi vite sur le circuit de Monaco, mais ce ne veut pas dire grand-chose, car en fait, le fait d'avoir des ailerons ou de ne pas en avoir ne joue pas terriblement sur un circuit comme Monaco. Ça va être beaucoup plus sensible sur un circuit rapide, certainement. Exactement, il est certain que beaucoup de records du Tour établis en fin de saison dernière, on aura beaucoup de mal à les battre. Mais à Monaco, il ne faut pas croire que les ailerons ne jouent pas. Et non, il est d'usage, lors des séances d'essai, d'aller toujours plus vite à la seconde séance qu'à la première séance d'essai. Or, à Monaco, ce qui s'est passé, c'est qu'on était moins vite à la seconde séance d'essai qu'à la première séance d'essai. On peut donc logiquement déduire que les ailerons faisaient perdre, même à Monaco, une seconde de tour. En tout cas, Chris Amon fait vraiment toujours un forcing terrible pour essayer de suivre Jackie Stewart. Vous voyez le trou qu'il y a maintenant entre Chris Amon et la Lotus de Grahamil, la Matra de Jean-Pierre Beltoise. Et revoici Jackie Stewart. En tout cas, ce que l'on peut souhaiter, pour en terminer avec ce problème des ailerons, ce que l'on pourrait souhaiter, c'est que la CSI non pas interdise purement et simplement les ailerons, comme cela est fait actuellement, mais simplement prenne le temps maintenant de réglementer sévèrement et de façon précise leur fixation et leur disposition, afin que tout danger soit maintenant évité. Surtout qu'actuellement, en fait, il n'y a aucune donnée très positive et très précise sur ce qu'on a droit. En fait, on sait qu'on n'a plus le droit de mettre des ailerons, mais on ne sait pas, en fait, jusqu'à quel point on a le droit de mettre des béquets et à partir de quand un béquet devient aileron ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait absolument pas où on va. Il faudra un texte beaucoup plus précis que celui qui a été fait par la CSI lors de ce Grand Prix de Monaco, lors des essais du Grand Prix de Monaco. Ce circuit de Monaco, c'est un circuit très très dur au point de vue pilotage. C'est-à-dire que le circuit de Monaco amène à la faute. On est très facilement tenté de surconduire. Enfin, c'est Jackie Stewart qui a cette expression, il dit d'overdrive, c'est-à-dire de passer au-delà de la limite. On a toujours un petit peu l'impression
que l'on peut très facilement rentrer à telle vitesse. On s'aperçoit qu'on est un tout petit peu trop vite, ce qui m'est arrivé dans les premiers tours. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu le contact. Au pire, je pourrais, je l'avais fait une sortie de route Et ici, c'est John Surtees. John Surtees et Jacques Brabham, que vous ne voyez pas, mais qui se sont heurtés un petit peu avant le tunnel. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'on dit que John Surtees et Jacques Brabham sont les deux plus durs, et c'est vrai d'ailleurs, sont les deux plus durs pilotes en course. Et c'est assez amusant, enfin c'est même drôle, étant donné qu'ils ne se sont rien fait, que tous les deux soient rentrés dans l'autre. Oui, parce qu'il s'agit en fait d'une erreur de jugement. Là, ça se passait au 9e tour. Nous sommes ici au 9e tour. Oui, je pense que John Surtees a dû faire signe à Jacques Brabham de passer à droite et Jacques Brabham est passé à gauche. En fait, ils se sont heurtés quand même assez fort. Il n'y a pas eu du tout de blessure, mais les voitures ont été assez endommagées. Comme quoi, même avec énormément d'expérience, étant donné que John Surtees et Jacques Brabham sont certainement les deux plus vieux coureurs en piste au point de vue année de course. Parce que Graham Hill a déjà un certain âge, mais Graham Hill a commencé à courir très tard, alors que Jacques Brabham court depuis un nombre d'années fantastique, et que John Surtees, avant de faire l'automobile, courait en moto. Il était champion du monde d'ailleurs à plusieurs reprises. Plusieurs fois. Donc ce sont deux pilotes qui ont certainement 15 années de course et de bagarre, et qui tous les deux se sont rentrés dedans. Donc il ne faut pas jeter le blâme, par exemple, à deux conducteurs de Formule France ou de Cooper Wick Gordini, si par hasard ils se touchent, étant donné que ça arrive à de très grands et très expérimentés champions. Et là, vous voyez que Jackie Stewart passe déjà Vic Elford au 10e tour. Il passe déjà le pauvre Vic Elford qui, avec évidemment une voiture qui n'est pas dans le coup, il faut qui n'est pas du tout dans le coup, a d'ailleurs fait une course très très courageuse et très très méritoire, puisque il va terminer la course, et ma foi, il n'a pas été ridicule du tout. Il attend d'ailleurs Vic Elford, qui est un pilote de grand talent, qui est un des meilleurs pilotes de prototype de chez Porsche, avec Seifert d'ailleurs. Il attend, je pense, le volant d'une McLaren. C'est ça, qu'il aura à Zandvoort dans un mois. Zandvoort est dans le prochain Grand Prix. Il l'aura à Zandvoort quand Bruce McLaren prendra, lui, le volant de sa nouvelle McLaren à 4 roues motrices. Il récupérera l'actuelle voiture de McLaren. Et puisque nous parlons des 4 roues motrices, on pensait qu'à Monte-Carlo, on verrait la première apparition de la Matra à 4 roues motrices. Et en fait, on ne l'a pas vue. Ben oui, malheureusement, tout était prêt. En tout cas, chez Matra, tout était prêt. Mais nous avons été trahis, si on peut le dire, par les livraisons de carters et pièces spéciales qui concernent directement les 4 roues motrices, enfin la transmission des 4 roues. Donc la première Matra à 4 roues motrices fera vraisemblablement son apparition à Zandvoort, le Grand Prix de Hollande. Oui, en fait, oui, bien sûr, certainement à Zandvoort. Vous voyez cette bosse qu'on voit à la sortie du casino, on ne peut pas. Il y a juste un endroit précis où on peut passer en gardant le pied sur l'accélérateur, sinon la voiture décolle complètement. Et c'est justement dans ce cas que les ailerons marquaient un progrès très net, non seulement en course automobile, mais pour les voitures de tout le monde. Et notamment, même si on a supprimé maintenant les ailerons ont apporté beaucoup de choses pour la voiture de tous les jours. Et je pense que les futures voitures sportives n'auront peut-être pas d'ailerons, mais auront une carrosserie qui sera définie en fonction d'une certaine déportance au sol. Si c'est un peu technique, je m'explique. Dont les ailerons ont permis l'étude. Dont les ailerons ont permis l'étude. C'est-à-dire qu'il faudra porter aérodynamiquement la voiture au sol au fur et à mesure on augmente en vitesse. Et d'ailleurs, là, comme il y a... Je voudrais dire quelque chose à ce propos-là, à propos des 24 heures du Mans. La ligne droite des 24 heures du Mans, on a dit beaucoup que le circuit du Mans était un circuit qui donnait... qui faisait beaucoup de progrès pour la voiture de tous les jours. Malheureusement, avec ce qu'on a appris sur les ailerons, ce n'est plus vrai du tout. Et la ligne droite du Mans n'apprend absolument plus rien pour la stabilité d'une voiture qui pourrait être couramment testée et vendue aux clients. C'est-à-dire qu'une bonne voiture de sport comme ces Ferrari, toutes ces voitures qui roulent à plus de 250 à l'heure, serait incapable de faire un bon temps au Mans. Et un blocage de roue, là, un petit peu, de Jackie Stewart. Il a un petit peu bloqué la roue avant gauche. Ça me fait non pas plaisir, mais enfin, comme j'ai bloqué également une roue à un moment... Il évite toujours ce trottoir pour ne pas fatiguer sa voiture. Oui, exactement. Et en plus, parce que ce trottoir glisse pas mal à l'accélération et pour donner un peu plus d'adhérence. Ça, c'est Graham Hill qui a passé. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un petit peu de distance, c'est que j'étais un peu gêné par Vic Elford.
quand Graham Hill l'a passé. Il faut dire que c'est un circuit sur lequel il est extrêmement difficile de doubler, de dépasser Monte-Carlo. Exactement. Il y a peu d'endroits où dépasse-t-on à Monte-Carlo? Oh ben, pratiquement on ne peut dépasser que ici, c'est-à-dire au virage du gazomètre. Pratiquement c'est le seul endroit où on peut dépasser, en venant s'imposer à l'intérieur du pilote que l'on veut doubler. D'ailleurs je pense qu'on verra tout à l'heure, parce que Jackie Hicks et Pierce Courage se sont doublés plusieurs fois. Là, on voit toujours Chris Amon en deuxième position, la Ferrari. Oui, alors j'en reviens à mon explication pour la ligne droite du Mans. La ligne droite du Mans, donc, amène à faire des voitures qui ne sont pas aérodynamiquement appuyées sur le sol, parce que cela fait perdre beaucoup de vitesse, et ça amène automatiquement à faire des voitures instables. C'est ce qui a amené, en fait, l'accident de Pescarolo lors des essais privés de Matra et d'Alpine au 24 heures de Mans. Et là, Jackie Stewart, vous l'avez vu, a dépassé tout d'abord Silvio Moser, et il dépasse maintenant Pedro Rodriguez. Silvio Moser et Pedro Rodriguez, qui eux aussi sont sur des voitures qui ne sont pas dans le coup. Une vieille BRM pour Pedro Rodriguez et une vieille Brabham pour Silvio Moser. Oui, exactement. Ce pauvre Pedro Rodriguez qui est en fait un très bon pilote et qui pour le moment n'a pas une voiture qui lui permet de... Et voici la grosse bagarre de Jackie Hicks et Pierce Courage. Ça, c'est... On va la voir, on la verra mieux tout à l'heure. Ils se sont livrés une lutte fantastique pendant de nombreux tours dans ce Grand Prix. Mais là, Jackie Stewart est toujours en tête au virage du bureau de tabac. Il débouche là vers le gazomètre. Et on pense que Jackie Stewart là, est bien parti pour remporter son 3e succès consécutif en Grand Prix dans cette saison, puisqu'il a déjà gagné les 2 premiers Grands Prix, le Grand Prix d'Afrique du Sud et le Grand Prix d'Espagne. Chris Amon qui est follement encouragé par un public italien qui est venu en masse. Et ce soir, il y a d'ailleurs des embouteillages monstres à la frontière franco-italienne, tous les fanatiques, tous les tifosi qui rentrent en Italie. On parlait beaucoup italien et même anglais et allemand sur le circuit aujourd'hui. Mais à Monte-Carlo, toujours, il y a vraiment une grosse assistance étrangère à Monte-Carlo. Il faut dire que c'est toujours très agréable de venir à Monte-Carlo. Ouais. Vous avez vu la Jackie Stewart pencher un petit peu la tête dans le virage. Alors je dis tout de suite que pencher ou non la tête, ça ne veut rien dire du tout. C'est simplement le pilote se met comme il veut, comme il peut. Ça dépend souvent de sa position dans la voiture d'ailleurs. Et là, il n'y a pas de style de conduite qui fait ou non pencher la tête. Tout ça, ce sont vraiment des histoires. Silvio Moser a passé Pedro Rodriguez, mais ces 2 concurrents sont très loin puisqu'ils ont juste Vic Elford derrière eux. Je m'empresse de vous préciser, puisque là nous ne voyons pour l'instant que des voitures de tête, que derrière, les positions sont restées les mêmes, c'est-à-dire que Graham Hill est 3e, Jean-Pierre Beltoise est 4e, Jackie Hicks est 5e, et en 6e position vient donc Pierce Courage. Derrière, nous trouvons Joe Seifert, Bruce McLaren, Richard Attwood, beaucoup moins brillant, beaucoup moins mordant que l'an dernier d'ailleurs sur ce circuit de Monte-Carlo, parce que l'an dernier il avait terminé ici 2e après avoir même menacé Graham Hill pour la première place. Et enfin derrière Richard Attwood, Denis Hulme. Denis Hulme qui a beaucoup de mal aussi à s'imposer en ce début de saison. Et qui avait gagné à Monte-Carlo, je crois. Qui avait gagné il y a 2 ans. Oui, je ne sais pas pourquoi. Les McLaren semblent un petit peu dépassés actuellement. Denis Hulme a gagné à Monte-Carlo l'année où il a été champion du monde, c'est-à-dire en 67. Les McLaren font la preuve d'une grande robustesse, d'une grande solidité, puisque je crois qu'elles ont toutes 2, là elles vont terminer, on peut le dire maintenant, elles ont toutes 2 terminé les 3 premiers Grands Prix. C'est donc la preuve d'une très grande robustesse, mais par contre en vitesse pure, je crois qu'elles ont beaucoup de mal à être dans le coup en ce moment. Il faut dire aussi que vraiment nos voitures, enfin, voilà. Et là je crois que Chris Amon ne repasse plus déjà. Voici Jackie Stewart. Et vous voyez, on n'aperçoit plus Chris Amon. Chris Amon abandonne au 16e tour. Sur rupture de boîte de vitesse. Dans le camp italien, c'est bien sûr la grande déception, c'est même la consternation. Bien sûr, parce que les Italiens... On voit les mouchoirs qui sortent, les larmes qui coulent le long des joues, de grands gestes de désespoir avec tout l'enthousiasme de nos amis italiens. Et Chris Amon, une fois de plus frappé par la malchance.
Mais alors vraiment, on peut se demander quand même, est-ce la malchance ou est-ce une certaine fragilité de la voiture, puisque Chris Amon, toujours admirablement placé, aussi bien aux essais que pendant la course, casse toujours ses voitures. Eh bien, il y a certainement un peu de malchance, mais également de la... Là, c'est l'abandon de Silvio Moser, là, maintenant. Mais également une certaine fragilité de voiture, parce que pourtant, les Ferrari sont de très belles mécaniques, et Enzo Ferrari se vante, enfin se glorifie de mettre toute son énergie, tout son potentiel, tout le potentiel de son usine et de ses ingénieurs sur les moteurs et les boîtes de vitesse. Il faut dire aussi, il faut ajouter à ça, vous voyez que Pedro Rodriguez vient aux nouvelles, pour savoir ce qui est arrivé à Silvio Moser. Pedro Rodriguez qui lui aussi a dû abandonner. Et Jacques Stewart arrive, il est en train de passer Denny Hulme là. Il faut dire aussi, puisqu'on parlait des Ferrari, que Ferrari n'aligne qu'une seule voiture en Grand Prix, ce qui est un gros désavantage. Oui, bien sûr. Manque de pilote, voilà la raison qui est officiellement invoquée par le constructeur, par Enzo Ferrari. Et réellement invoquée parce que vraiment ces voitures qui font 550 kg et 450 chevaux presque, sont vraiment extrêmement difficiles à conduire et coûtent très très cher à construire, ce qui fait qu'on ne peut tout de même pas risquer la perte d'une de ces voitures. Et là, Jean-Pierre, vous vous trouvez donc, alors qu'on approche du 20e tour, vous vous trouvez donc en 3e position, derrière Jackie Stewart et Graham Hill. Et juste derrière Graham Hill, vraiment. Oui, que je m'apprête d'ailleurs, après avoir essuyé mes lunettes qui m'ont fait perdre un petit peu de temps, que je m'apprête, à ce moment-là, je m'apprêtais déjà à l'attaquer, car je pensais vraiment pouvoir le dépasser, et une fois après l'avoir dépassé, partir devant à ce moment-là. Oui, vous me disiez tout à l'heure que vous avez vraiment suivi Graham Hill sans aucun problème. Oui, sans aucun problème, et ça, c'est très intéressant pour la suite. Très intéressant pour la suite. Il me paraissait même assez... je dirais pas facile, comme enfin, à la moindre occasion, dès que j'aurais pu lui passer devant, je crois que lui n'aurait pas pu rester derrière moi à ce moment-là. Voilà, et derrière Jean-Pierre Beltoise qui vient de passer, c'est toujours Jackie X, derrière Jackie X, Pierce Corrège. Oui, c'est très intéressant pour la suite, car Jean-Pierre, on peut le lire, ne rougissez pas, je crois qu'en Formule 2 maintenant, vous êtes vraiment presque l'égal des meilleurs, puisqu'il y a encore quelques jours, enfin il y a une quinzaine de jours, je crois, à Madrid, vous êtes payé le luxe de passer Jackie Stewart, qui était en tête, et vous alliez gagner, je pense, si vous n'aviez pas eu une défaillance mécanique. Et en Formule 1, par contre, eh bien, vous vous mettez progressivement au diapason, c'est très dur. Et c'est très dur, et en plus ça, d'abord, une sortie de route est toujours dangereuse pour le pilote, mais également, les voitures coûtent tellement cher qu'il ne faut pas faire de faux pas. Et je dois encore m'habituer aux possibilités de cette voiture avant d'en tirer le meilleur parti. Jackie Stewart qui précède toujours Denny Hulme, et Denny Hulme a un tour de retard. Vous voyez qu'il faut attendre longtemps maintenant. Il faut attendre tellement longtemps que Henri Carrier, le réalisateur, préfère changer de plan pour attendre le deuxième Graham Hill. Vous voyez la largeur des pneus maintenant en Formule 1, c'est quelque chose de fantastique. Et dès qu'il pleut, il faut absolument changer de pneus parce qu'à ce moment-là, il y a un problème d'aquaplaning et la voiture ne tient plus du tout. C'est-à-dire que le film d'eau, même s'il est léger, qui sort entre la route et les pneus, font que la voiture, au-dessus de 150 à l'heure, ne tient plus du tout par terre. Vous voyez les ailerons avant qui bougent. Nos ailerons sont commandés par l'anti-roulis de la voiture et le changement d'assiette de la voiture. On a remarqué aussi que depuis que les ailerons stabilisateurs avaient été supprimés, les voitures se cabraient terriblement à l'accélération. Oui, bien sûr, parce que maintenant il faut redessiner les voitures de façon à leur donner le maximum d'adhérence qu'elles n'ont pas quand elles ne sont pas appuyées aérodynamiquement au sol. Vous savez, cette question aérodynamique est d'une importance. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, quand on parlait d'aérodynamique en voiture, on parlait pénétration. C'est-à-dire qu'on disait pour telle puissance, il faut aller à telle vitesse. Maintenant, on s'est aperçu que l'aérodynamique automobile est beaucoup plus compliquée que ça et que les questions de portance et déportance jouent finalement autant qu'en avion que pour les avions. Et c'est quelque chose vraiment de très complexe. Voilà l'antique automobile, oui, que l'on était en train justement d'étudier avec ces ailerons, mais avant la suppression des ailerons, l'année où on a pu courir avec des ailerons, on a quand même appris énormément sur l'utilisation de l'aérodynamisme pour les automobiles. Toujours dans le fond, les voitures
de John Surtees et Jack Brabham qui sont arrêtés. Et en fait, la course automobile est surtout un spectacle, il faut bien le dire, c'est un très beau spectacle. Et elle n'est pas, si vous voulez, directement, on ne peut pas dire que vraiment tous les jours, les courses automobiles apportent quelque chose pour les voitures de tout le monde. Mais la course automobile a quand même apporté beaucoup de choses fondamentales pour les voitures de Monsieur Tout le Monde. Les freins à disque, par exemple, quelque chose de très précis. Mais là, cette année, l'année dernière, la course automobile a apporté beaucoup de connaissances sur les problèmes d'aérodynamisme, puisque on sait maintenant que dans des virages à 120 ou 130 à l'heure, la forme de la carrosserie joue énormément pour la tenue de route. Et pendant ce temps, Jackie Stewart continue imperturbablement à doubler tous les concurrents. Il tourne vraiment à sa main à une allure fantastique, parce que là, il ne baisse pas le pied maintenant qu'il a pris l'avance. Il tourne toujours aussi vite et même de plus en plus vite. Mais Jackie Stewart est vraiment maintenant le digne successeur de Jim Clark, certainement avec peut-être Jochen Rindt, mais je pense quand même que Jackie Stewart est actuellement certainement le meilleur pilote du monde. Et surtout sur un circuit comme celui-ci. Et voici le moment triste pour les supporters français. Hélas. L'arrêt de Jean-Pierre, qui était en 3e position, qui, comme il vous disait tout à l'heure, pensait pouvoir doubler Graham Hill, et qui a été trahi par un cardan. Rupture de cardan. Ceci, je vous dis, la voiture, la MS80 a fait son premier Grand Prix comptant pour championnat du monde il y a 15 jours à Barcelone. Et il faut dire que cette voiture est malgré tout assez nouvelle. Et cette casse qui va se produire un tour après sur le toit de Jackie Stewart. Ah, vous précédez les événements là. Et en fait, pardonnable pour nos ingénieurs et nos techniciens. Parce que je crois que c'est Jackie Stewart. C'est encore Jackie Stewart qui accomplit là un de ses derniers tours. Voilà, certainement qu'il va casser ici, à la sortie, à la reprise. Voilà, il accomplit un de ses derniers tours car il va être victime exactement de la même panne que celle de Jean-Pierre. À un tour près d'ailleurs, les deux Matra seront donc éliminés par leur cardan. On n'a pas revu, j'ai l'impression. Voilà, c'est certainement terminé. Là, c'est Vic Halford qui passe. Et Graham Hill va donc se retrouver en tête. Graham Hill, le spécialiste de Monte-Carlo, le voici qui passe, Graham Hill. Il a doublé la Vic Halford. Le spécialiste de Monte-Carlo, puisqu'il a remporté déjà 4 fois le Grand Prix de Monte-Carlo, ce qui n'est jamais arrivé à aucun autre pilote. Ou plutôt si, peut-être Stirling Moss. 4 fois. Peut-être Stirling Moss, oui. J'avoue que je ne suis pas très... Je n'ai pas assez de mémoire pour connaître par cœur l'histoire de la course automobile, mais effectivement, peut-être. Voici Pierce Courage là, qui est doublé Jackie X. Ça, ce sont vraiment les deux jeunes Pierce Courage et Jackie X, effectivement, qui sont donc actuellement 2e et 3e, après tous les abandons que nous venons de vous signaler, et qui là, pendant au moins 20 ou 25 tours, vont se livrer à une bagarre absolument terrible. Pierce Courage a passé Jackie X c'était au 23e tour. Et Jackie X va rester dans sa roue et va l'attaquer, vous allez le voir sur ces images, va l'attaquer chaque mètre du circuit, à chaque virage. Vraiment, c'est très très éprouvant pour les nerfs d'un pilote sur un circuit comme Monte-Carlo. Et voilà, là il essaye, vous voyez, il essaye de passer et il ne passe pas. Et d'ailleurs, il a essayé de le prendre au freinage du gazomètre. Ouais. Et Pierce Courage, qui a beaucoup de talent lui aussi, sont vraiment les deux jeunes loups. Vous le disiez à l'instant, Jean-Pierre. Ce sont les deux jeunes espoirs et deux grands espoirs de la course automobile. Pierce Courage, d'ailleurs, c'est un garçon dont vous connaissez particulièrement la carrière, puisque vous l'avez connu alors que vous couriez en Formule 3 et vous bagarriez déjà avec Pierce Courage. Je suis désolé d'ailleurs parce que je pense que... Et voilà, là c'est Jackie X qui passe. C'est Jackie X qui repasse Pierce Courage. Ouais, je disais, j'aurais bien aimé faire le 24 heures du Mans avec Pierce Courage. Malheureusement, il n'a pas été retenu dans l'équipe. J'en suis assez désolé parce qu'il était libre et c'est vraiment un excellent pilote. Jackie X a repassé donc Pierce Courage, mais le pauvre Jackie X va être victime aussi d'un ennui mécanique. Toujours transmission d'ailleurs. Toujours la transmission. Non, mais c'est un porte-maillot, je crois, qu'il a lâché. Oui, mais enfin,
c'est un porte-moyeu, mais finalement, le moyeu fait partie de la transmission. Et nous nous retrouvons ici, dans les derniers tours de la course, les 5 ou 6 derniers tours de la course, avec Graham Hill, qui est très très nettement en tête, puisqu'il a une vingtaine de secondes d'avance sur la Brabham de Pierce Courage. En troisième position, encore assez loin, on trouve la Lotus de Joe Siffert. En quatrième position, McLaren, la McLaren de Bruce McLaren. Ici, c'était Richard Attwood. Oui, c'est Richard Attwood. D'ailleurs, je viens de faire une petite erreur. En quatrième position, ce n'est pas Bruce McLaren, c'est Richard Attwood, en fait, qui se trouve en quatrième position. Bruce McLaren, lui, se trouve en cinquième position, devant Dennis Hulme, sixième. Et Graham Hill va remporter là son 5e Grand Prix de Monaco. C'est tout à fait vraiment exceptionnel. Ce qui est tout à fait fantastique. Il prouve là encore une fois qu'il est un grand maître à piloter. Et ce qui est beaucoup plus intéressant encore pour lui, c'est qu'il se rapproche très près de Jackie Stewart au classement du championnat du monde, puisqu'il compte maintenant une place de premier ici et une place de deuxième, donc il compte 15 points, alors que Jackie Stewart compte lui 2 places de premier, soit 18 points. Là, vous voyez Pierce Courage, auteur vraiment d'une course splendide cet après-midi, et qui lui va empocher aussi 6 points pour ce championnat du monde, 6 points parfaitement mérités. Oui, en tout cas, ce Grand Prix aura donc certainement relancé le championnat du monde, où Jackie Stewart avait une très très nette avance, mais en automobile, en matière de course automobile et de championnat du monde de Formule 1, vraiment on peut dire que rien n'est jamais joué. Enfin, tout se met beaucoup de temps à se dessiner, parce qu'un pilote ne peut marquer aucun point pendant 4 courses, et puis après, s'il remporte 3 ou 4 Grands Prix de suite, eh bien, il remonte évidemment très très fort. Ça, c'est Pierce Courage qui double Wickelford, qui va terminer courageusement en 7e position, à 3 tours du premier, mais auteur d'une course vraiment très très méritoire, Wickelford. Il faudra revoir Wickelford d'ailleurs avec un dérapage contrôlé de Pierce Courage. Et Graham Hill, tranquillement, s'en va vers son dernier succès. Vous voyez, il a nettement ralenti la cadence là maintenant. D'ailleurs, Pierce Courage va lui reprendre 7 ou 8 secondes dans les derniers tours. Mais il faut dire que pour Graham Hill, maintenant, il s'agit de ne plus toucher le moindre trottoir. Il s'agit vraiment d'assurer. Et de ne pas fatiguer les transmissions non plus, qui doivent être... C'est vraiment trop rageant dans les derniers mètres, dans les dernières centaines de mètres, de perdre une aussi belle victoire. Graham Hill qui courait sur la Lotus, qu'il pilotait l'an dernier d'ailleurs à Monte-Carlo, puisque les 2 nouvelles Lotus ont été complètement détruites à Barcelone. Le public est enthousiaste, c'est-à-dire que Graham Hill est un champion très très populaire, c'est un garçon flegmatique qui est réputé pour un sens de l'humour et un flegme tout à fait britannique. Il est très très populaire dans les milieux de l'automobile. Ouais, avec son casque caractéristique, avec des bandes horizontales. Graham Hill, c'est tout à fait le physique du Major Thompson, le célèbre Major Thompson. Il a une spécialité, ce sont les discours qui fêtent les Grands Prix, où il a toujours des formules absolument extraordinaires. Pierce Courage, qui court sur une Brabham privée. De l'année dernière, c'est l'ancienne Brabham de Jack Brabham. Voiture qui a déjà 1 an, et vraiment, Pierce Courage a fait aujourd'hui une course formidable. Et non seulement il a fait une course formidable, mais il a tué la légende selon laquelle il n'était pas un pilote toujours très sûr. Et en fait, à Monaco, où les fautes sont tellement faciles à faire, il a terminé la course en se bagarrant du bout à la fin, ce qui prouve que maintenant c'est un pilote chevronné qui est complètement... Quant à Joe Siffert, qui court sur une voiture, une Lotus, qui n'est peut-être pas aussi au point qu'elle l'était l'an dernier, il prend une méritoire 3e place. Bah, c'est très beau parce qu'en fait, il a eu des ennuis de moteur. Sa voiture n'était pas mal, mais il a eu des ennuis de moteur. Richard Attwood, l'auteur, lui, d'une course très prudente et très sage, termine à la 4e place. Et les 2 McLaren finissent encore un Grand Prix. Bruce McLaren en 5e position et Denny Hulme en 6e position. Bruce McLaren qui, terminant tout le temps, ne doit pas être trop mal placé au championnat du monde. Il doit être 3e. Voilà, Graham Hill, gazomètre. Là, c'est justement Bruce McLaren qui est passé, suivi par Pierce Courage. Les 2 concurrents n'étant d'ailleurs pas dans le même tour, puisque Bruce McLaren terminera à 1 tour.
4 voitures seulement termineront ce Grand Prix dans le même tour. Graham Hill, Pierce Corrège, Joe Seifert et Richard Attwood. Là, ici, on doit être vraiment tout près de la fin de ce Grand Prix. On doit être dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour. Et la meute des photographes, c'est fantastique le nombre de photographes qu'il peut y avoir à Monte-Carlo. Il y en a à chaque centimètre. Je pense qu'il n'y a qu'à Indianapolis où l'on voit davantage d'appareils photo et de caméras. Oui, Graham Hill maintenant évite de passer sur les trottoirs. Alors que Pierce Corrège, lui, continue à attaquer apparemment. On ne sait jamais. Espérant toujours une petite défaillance de la voiture de Graham Hill. Il faut toujours espérer en course. Ce qui me surprend aussi dans les Grands Prix, c'est de voir des garçons qui font une excellente course, comme vous, comme Jackie Hicks, et puis qui finalement ne sont pas récompensés tout à fait de leurs efforts, puisqu'ils sont contraints à l'abandon par une défaillance mécanique. C'est de les voir garder vraiment le sourire et ne paraître absolument pas frappés par la malchance. Bah oui, parce qu'on sait qu'il y a une certaine portion, un certain pourcentage de malchance. Et finalement, on l'accepte. Plus on va dans la course automobile, c'est-à-dire plus on a couru, mieux on l'accepte. Alors qu'au début, on est tout à fait désappointé lors d'une casse. Là, on finit par accepter beaucoup mieux une malchance, se disant que le prochain coup, ce sera certainement la malchance de l'autre et sa chance à soi. Enfin là, nous étions surtout désappointés parce que l'équipe Matra Elf était vraiment très très bien partie et nous pouvions encore une fois, je dis encore une fois parce qu'on l'a déjà fait, faire 1 et 2 et là dans une épreuve de championnat du monde, ça aurait été vraiment formidable. Et c'est ce que nous devions faire. C'est pour ça d'ailleurs que notre peine n'était pas trop grande étant donné qu'on pense qu'on retrouvera de nouveau avec nos magnifiques voitures la victoire. La victoire et j'espère surtout le doublé. Et au passage, en regardant les gros plans sur Graham Hill, là ici c'est Pierce Corrège, vous avez pu constater qu'il porte désormais un casque cagoule, un casque identique à celui de Jackie Hicks. Oui, inauguré par Dan Gurney l'année dernière. Et c'est un casque qui effectivement permet en cas de choc à la face de ne pas se défoncer la mâchoire. Je pense que finalement on va bientôt tous porter ces casques-là, certainement. Il paraît qu'il fait quand même très chaud dedans. Oui, il pose des petits problèmes d'aération quand même. Oui. Je voyais, Jackie Hicks me disait qu'il avait été obligé lui-même d'inventer un système d'aération pour pouvoir résister à la... D'ailleurs, Graham Hill à la fin de la course, aussitôt passé ligne d'arrivée, a retiré son casque. C'est l'arrivée pour Graham Hill. Là, je pense que vous voyez toutes les mains qui s'agitent et le drapeau surtout qui s'agite, qui nous prouve bien que c'est l'arrivée. Donc, première victoire cette année en Grand Prix pour le champion du monde de l'an dernier, Graham Hill. Et quelques secondes derrière, Pierce Corrège. Troisième, Joe Seifert. Quatrième, Chris Amon. Quatrième, Richard Attwood. Cinquième, Bruce McLaren. Sixième, Denny Hulme. Charles Deutsch qui donne l'arrivée. Une arrivée d'ailleurs sur laquelle nous allons nous quitter en vous remerciant Jean-Pierre.